La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par le bureau de Nathalie Dubé, notaire, ici même, dans les bureaux de Mallette, parce que maintenant on offre les services juridiques. Oui. Donc, Mme Dubé qui offre les services pour le bureau de comptable Mallette, mais aussi pour le bureau du même nom, Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien oui, vous? Oui, merci. Nathalie, aujourd'hui, on va parler d'avoir un enfant inapte ou vulnérable. Oui. D'abord, est-ce qu'on peut définir Oui. un enfant inapte ou vulnérable? Oui, la chronique d'aujourd'hui est inspirée un peu de l'émission, je suppose sûrement que quelques-uns de vos auditeurs l'ont regardé, Autisme bientôt majeur. Donc, on parle souvent des personnes adultes avec des mandats en cas d'inaptitude, des ouvertures de régime de protection, mais il y a aussi les enfants. Donc, que ce soit les enfants qui ont une déficience intellectuelle, soit au niveau des autismes majeurs et tout ça. Donc, les enfants aussi ont besoin de protection, mais ces enfants-là, lorsqu'ils sont mineurs, leurs parents exercent leurs droits civils et peuvent les protéger et agir pour eux. Mais lorsqu'ils deviennent majeurs, donc, qu'est-ce qui arrive? Comment je peux protéger mon enfant ou s'assurer que, suite à sa majorité, qu'il puisse avoir une représentation adéquate pour qu'il soit accompagné, justement, dans ses gestes au quotidien. Mais cet enfant-là a des droits aussi, là. Oui. À partir du moment où il a 18 ans, il a des droits. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en mesure de s'occuper de lui-même et de ses affaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit enfant inapte ou vulnérable, mais qui est maintenant adulte. Donc, qu'est-ce qui existe dans la loi pour ces personnes-là? Donc, j'ai un de mes collègues, bien sûr, le fait dans l'émission qu'on a mentionné tout à l'heure. Fait que je voulais un peu revenir là-dessus parce que lorsque l'enfant devient majeur, bien, c'est le même processus qu'un adulte qui devient inapte suite à un accident ou une maladie dégénérative. Donc, je voulais informer un peu les parents là-dessus parce que aussi, il s'en vient des modifications à la loi. Donc, pour, entre autres, faciliter les démarches versus les conditions que soit notre enfant ou notre parent inapte aura à traverser. Donc? Alors, lorsque on parle d'inaptitude, il y a deux volets. Donc, avant de commencer une procédure avec les régimes que je vais vous expliquer tout à l'heure, il y a deux volets. Il y a l'évaluation médicale et il y a l'évaluation psychosociale. L'évaluation médicale, ça le dit, c'est fait par un médecin. Donc, le médecin doit, bien sûr, donner un diagnostic qui porte sur l'état de santé de la personne. Donc, il doit identifier les conditions, les maladies, les symptômes susceptibles d'influencer la capacité de la personne. Donc, c'est vraiment ça qu'il doit évaluer. Et il doit aussi traiter du degré d'inaptitude parce qu'on peut être inapte partiellement et on peut être inapte, ce qu'on appelle total permanent. Donc, il y a les volets sur la personne, les volets sur les biens aussi qu'il doit traiter. Ensuite, l'évaluation psychosociale, ça, c'est effectué par un travailleur social qui peut travailler, être dans le domaine public de la santé ou en pratique privée. Donc, on a maintenant des travailleurs sociaux qui offrent le service d'évaluation psychosociale au privé. Les gens ont souvent recours au privé pour une question de délai. Parce que lorsqu'on doit représenter une personne inapte, souvent les gens réagissent ou font la démarche parce qu'ils sont devant une situation où est-ce qu'il y a une urgence d'agir. Donc, une vente de résidence, des choix concernant des déplacements et tout ça. Et là, on entre dans le système, puis on voit les délais avant l'obtention des évaluations parce que les travailleurs sociaux, je mets au féminin parce que souvent, c'est féminin. Donc, en ont plein les bras, donc plein de dossiers et tout ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, le privé a ce champ d'expertise-là également. Là où le travailleur social il évalue aussi, doit établir le degré d'autonomie de la personne et son besoin de protection.
Donc, est-ce que c'est pour ses activités de vie quotidienne? Donc, s'habiller, faire à manger, faire l'épicerie, le ménage, tout ça, vraiment agir de façon autonome. Et ou est-ce que c'est pour l'administration de ses biens, ses affaires, son argent, l'exercice de ses droits civils? Ça peut être les deux aussi? Oui, ça peut être les deux lorsque c'est total. L'inaptitude totale, ça peut être les deux. Donc, il doit aussi, le travailleur social, établir les possibilités de prise en charge de la personne par ses proches ou par le curateur public. Donc, on sait, les familles sont donc plus en plus petites. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir un représentant, quelqu'un qui va être nommé pour s'occuper d'une personne inapte, donc, ou qui ont des besoins particuliers. Fait que c'est pour ça que le curateur public aussi peut pallier à ce manque de personnes-là. Ou est-ce que, des fois aussi, l'entourage n'est pas adéquat pour la personne. Donc, à ce moment-là, le curateur public a la mission de protection, des personnes vulnérables. Donc, il va venir agir dans les dossiers. Donc, l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale, c'est la première étape pour se rendre aux besoins de représentation. Présentement, il existe 3 façons de protéger une personne. C'est sûr que je vous parle des façons juridiques, là. Donc, il y a la curatelle, où est-ce que c'est une personne qui n'est plus en mesure de s'occuper d'elle-même et de s'occuper de ses affaires. Il y a la tutelle, donc aux mineurs et aux majeurs, où est-ce que la personne a une attitude partielle ou temporaire. Donc, mais là, vous parlez de curatelle et tutelle. Oui. Mais vous mentionnez parce que les familles sont de plus en plus petites, s'il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité, il arrive quoi avec la personne? Là, c'est le curateur public qui entre en scène. Et dans ce temps-là, la personne va où? Bien, c'est sûr que le curateur public prend les décisions au niveau des affaires de la personne et peut prendre aussi les décisions au niveau de l'hébergement et des soins qu'elle a besoin et tout ça. Donc, c'est le dernier recours. Là, oui, c'est vraiment dernier recours ouais. À ce moment-là. Puis le curateur public est informé de tous les dossiers. Lorsqu'on fait une procédure, soit d'homologation de mandat ou d'ouverture de régime de protection, on est dans l'obligation d'aviser le curateur public par écrit. Il y a un processus à faire. Donc, le curateur public se saisit de tous les dossiers, l'analyse, et s'il voit qu'il doit agir dans le dossier, il vient, bien sûr, nous avertir et pas comparaître, mais assister à l'Assemblée de parents, alliés et amis. Le troisième volet de protection, c'est le conseiller au majeur. Ça, c'est lorsqu'une personne est capable de prendre soin d'elle-même, de ses biens, mais qu'elle doit poser un geste précis, qu'elle a besoin d'assistance. Donc, ça aussi, on peut voir tout ça. J'ai pas assez vite sur les 3 parce que tout ça va changer. Fait que c'est un peu aussi pour ça que je voulais refaire la chronique sur les régimes de protection, parce que présentement, la loi sur le Code civil et la loi sur le curateur public est en changement. Donc, dans le processus parlementaire, là, je pourrais pas vous dire exactement là, où est-ce que ça en est rendu, mais ça s'en vient pour bientôt. On va abolir les régimes de protection, curatelle, conseiller au majeur, ça n'existera plus. Il va seulement avoir la tutelle. Donc, bientôt. Puis la tutelle, c'est vraiment de nommer quelqu'un qui va s'occuper de la personne inapte selon son degré. Donc, on vient emboîter la curatelle et la tutelle dans un seul processus qui va s'appeler la tutelle. Pour les mineurs, il va y avoir, parce que parfois on doit nommer un tuteur aux mineurs, il va y avoir une simplification de l'Assemblée de parents, alliés et amis. Donc, ça, c'est l'Assemblée qui vient décider qui sera le représentant légal et qui va surveiller ce représentant-là, ce qu'on appelle un conseil de tutelle. Donc ça, dans le cas d'un mineur, on va simplifier cette assemblée-là par un quorum, non pas par personne présente, mais par convocation à la réunion. C'est très théorique, mais dans la pratique, là, lorsqu'on a à convoquer des personnes pour faire une réunion, pour choisir, bien, c'est qui va s'occuper de mon enfant qui va arriver à 18 ans, là, qui, c'est des inquiétudes pour les parents. Oui, c'est des inquiétudes. Puis là, les parents s'en ont toujours occupés. Puis, tu n'es même pas certain d'être nommé. C'est sûr qu'idéalement, ça devrait, mais c'est un des 2 parents qui va être nommé parce qu'on ne peut pas avoir 2 représentants. Après 18 ans, c'est un seul. Fait que c'est ça aussi qui vient faire
bizarre. Il faut choisir entre est-ce que c'est le père ou la mère qui va être le représentant officiel pour l'enfant majeur qui est l'enfant majeur. Ça fait bizarre, l'enfant majeur, mais ça doit on créer les appelle comme ça, certains conflits. Ben, c'est ça. C'est des bonnes discussions. Puis même, souvent, dans un couple, des fois, on n'a pas la même vision. On a une vision commune, mais sur certains aspects, on peut avoir argumenté, à discuter un peu plus. Donc, ça amène les parents à avoir à choisir qui sera le mieux placé ou aura cette charge-là dans l'avenir. Pour le majeur, il va y avoir, comme j'ai dit, l'abolition du régime de curateur et de conseiller au majeur. Seulement la tutelle va demeurer. On simplifie aussi les règles de l'Assemblée de parents alliés et amis. On va dispenser la tenue d'une assemblée lorsqu'on revise ou on change de représentant pour la personne. Puis même, on pourrait avoir une dispense de tenue de l'assemblée si la famille est trop restreinte. Donc, des fois, convoquer, avoir 5 personnes présentes. Puis présentes, ça peut être autant par Skype, par FaceTime, par téléphone. Des fois, c'est pas des fois, mais c'est de plus en plus difficile. Puis parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de famille. J'ai le parent qui est inapte, puis il y a un enfant unique. Les frères et sœurs sont décédés ou pas en mesure d'être présents. Il faut que j'ai 5 personnes présentes. Puis, de plus en plus, on ne l'a pas. Il faut aller plus loin. Puis plus loin, c'est aussi divulguer l'état de santé, les rapports médicaux, rapports psychosociaux à des gens qu'on voudrait peut-être pas par cachette, mais est-ce que ma petite cousine ou même ma cousine a à savoir le rapport de santé de ma mère très détaillé. Donc, c'est des choses comme ça qui arrivent, que les gens sont mal à l'aise et qu'on doit choisir. Il y a des personnes obligatoires à convoquer, mais quand on a à choisir la famille élargie, ça devient délicat aussi. Il va y avoir aussi, ce qui est quand même très intéressant, ce qu'ils vont appeler l'assistant au majeur. Parfois, on a des cas de personnes que, même si on fait les évaluations médicales et psychosociales, sont pas assez inaptes, je vais le dire comme ça, on va se comprendre, assez inaptes pour avoir à faire le processus, mais ont quand même besoin de représentation. Là, il va y avoir un système qui va être chapeauté par le curateur public qui s'appelle assistant au majeur. Donc, une personne va pouvoir passer les tests du curateur public et accompagner la personne qui est pas inapte, mais qui n'est pas en mesure aussi de gérer ses affaires. C'est sûr que ça ne touchera pas les soins de santé et les besoins personnels, mais dans le cadre des affaires ou une vente de résidence, ces choses-là, la personne va pouvoir avoir un assistant pour l'accompagner dans ses gestes au quotidien pour l'administration de ses affaires. Donc, ça, c'est intéressant. Tout ça, Nathalie, ça se fait quand? Parce que, les parents vieillissent. Oui. Est-ce que c'est au moment où l'enfant va avoir 18 ans? Ce n'est plus un enfant, là, mais où la personne va avoir 18 ans ou avant ses 18 ans? Quand il va avoir 16 ans, parce qu'à 16 ans, on sait que la loi, vous en avez déjà parlé, que la loi à 16 ans change et à 18 ans change aussi. À quel moment les parents doivent... C'est à l'approche des 18 ans, parce que c'est vraiment à 18 ans que là, l'enfant devient majeur au Québec, puis le besoin de représentation, la journée de ses 18 ans devient... ça doit être fait pour l'arrivée de ses 18 ans. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on prépare à la veille des 18 ans, puis le processus va se faire lorsqu'il aura atteint 18 ans. Donc, c'est une préparation à avoir avec les intervenantes, parce que souvent, lorsqu'on a un enfant vulnérable ou inapte, on s'entend qu'on est accompagné par plusieurs intervenants. Notre médecin aussi va soulever cette question-là avec les parents, parce que, tu sais, j'allais dire dans le temps, le parent continuait à s'occuper de son enfant qui avait des besoins particuliers et tout ça. Et dans nos petits villages, nos petites communautés, c'était quand même accepté. On savait, cette personne-là a besoin d'assistance, c'est sa mère, même s'il est rendu à 40 ans, on sait que c'est sa mère qui l'aide à la caisse, à la banque et tout ça. Mais maintenant, avec les gens qui habitent plus en ville, moins de famille, moins de proximité, bien, veut pas, c'est les systèmes légaux qui vont s'appliquer à ces personnes-là. Là. Et votre rôle, parce que j'entends les gens dire mais c'est donc bien compliqué. Oui. Votre rôle là-dedans, vous, pour les gens qui doivent passer à cette étape-là? Oui, c'est que nous, c'est pas tous les notaires qui font ce genre de dossier-là. Il faut être accrédité.
Donc, j'ai l'accréditation. Maître Sanson, qui travaille avec moi maintenant, a l'accréditation aussi pour accompagner les gens dans les étapes juridiques. Puis, on y va un morceau à la fois, là. Donc, oui, on présente parce en que gros la au bouchée début. est quand même grosse à prendre. C'est là. ça. On présente au début la totalité, puis après ça, on prend une étape à la fois, puis on accompagne les gens dans ce processus-là, puis on fait la documentation, parce que c'est aussi ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une procédure judiciaire, c'est un travail qui se fait soit devant notaire ou à la cour, mais peu importe si c'est devant notaire ou à la cour, il y a un jugement à la fin qui est émis, fait qu'on accompagne dans le système judiciaire les parents qui ont à faire cette procédure-là. Puis on les rassure, puis on fait la paperasse qui va avec, on rencontre les gens. Des fois, Donc, vous êtes le support immédiat puis la personne ressource pour mener à bien le dossier. Oui, puis, c'est ça. Parce que c'est pas simple. Là. Non, c'est... puis même nous, des fois, on se gratte la tête, là, mais c'est un morceau à la fois à toutes les étapes. Puis il y a beaucoup... c'est beaucoup judiciaire. Donc, les gens, des fois, ça fait un petit peu peur, ces choses-là. Est-ce que les changements auprès du curateur, ce que vous nous mentionnez, vont alléger un peu la procédure ou ça va rester toujours aussi compliqué que ça semble l'être? Là, pour ça qu'on fait appel à vous. Là, parce que... La procédure comme telle, le cheminement juridique va être quand même assez semblable. C'est qu'on va alléger tout ce qui est recherche de personnes, puis les règles où est-ce qu'il faut 5 personnes présentes physiquement. Quand il va y avoir des familles où est-ce que c'est pas possible, bien là, on va avoir de la latitude. Puis, donc, c'est pour ça. Mais le processus judiciaire va être quand même le même. Parce que c'est important, on retire les droits civils d'une personne. Donc, vous voyez l'importance de consulter une personne compétente dans ces domaines. Donc, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, ici, au bureau chez Mallette, l'édifice Mallette, 14 chemin des Poiriers-Montmagny, 248-57-77. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. C'est toujours très intéressant, ces chroniques. Donc, on se retrouve dans 2 semaines.